Au moment où j'ai signé l'acte de divorce, je n'ai rien ressenti. Pas de chagrin, pas de peur, pas cette douleur vide que tout le monde s'attendait à lire sur mon visage. J'ai senti le stylo glisser sur le papier de la même manière qu'il avait glissé sur des milliers de registres dans une autre vie, avec précision et sans trouble, tandis que mon mari était assis à 60 centimètres de moi. Essayant de ne pas jubiler comme un homme qui vient de gagner une main de poker qu'il ne mérite pas. Il pensait m'avoir tout pris. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me remettre quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. La salle d'audience sentait le vieux papier et le café de machine bon marché, ce genre d'odeur qui s'accroche au bâtiment où les gens viennent pour mettre fin aux choses. J'étais assise à la longue table dans un blazer bleu marine que j'avais acheté pour des entretiens d'embauche auxquels je n'étais jamais allée, les mains jointes sur mes genoux comme ma mère me l'avait appris. Et de l'autre côté de l'allée, Bertrand s'asseyait comme un homme déjà en train de célébrer sa victoire. Il avait mis son beau costume, le gris anthracite de chez le tailleur de la rue de la Paix, et il n'arrêtait pas de regarder son téléphone sous la table, envoyant probablement des messages à Léa, lui disant probablement que c'était presque fini. Il récupérait la maison. Celle avec la grande véranda pour laquelle j'avais choisi les échantillons de tissu à l'époque où choisir des couleurs ressemblait à construire une vie au lieu de décorer le trône de quelqu'un d'autre. Il récupérait l'entreprise Bertrand BTP, la société que j'avais maintenue à flot à travers 2 récessions avec des tableaux de bord qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Il récupérait la maison de vacances au Cap Ferret, le portefeuille d'investissement, les voitures, chaque compte où nos noms étaient liés après 22 ans de mariage. Je récupérais les enfants, la garde exclusive d'Arthur et Héloïse, 17 ans, à 6 mois du départ pour l'université, à 6 mois de n'avoir plus besoin de garde exclusive pour quoi que ce soit. Mon avocate, maître Olivia Lefebvre, s'est penchée vers moi une dernière fois avant que la juge ne demande le silence. Elle s'était battue contre moi sur ce point pendant 3 semaines, depuis que je lui avais exposé mon plan. Et je pouvais encore entendre l'incrédulité dans sa voix lors de cette première conversation. La façon dont une femme qui avait passé 40 ans à protéger les intérêts de ses clients ne pouvait pas comprendre pourquoi je démantelais si calmement les miens. Nathalie, murmura-t-elle alors, son stylo survolant son bloc-notes comme si elle pensait qu'il était encore temps d'arrêter cela. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je l'ai regardée et j'étais sincère quand j'ai répondu que c'est exactement pour cela que je le fais. Elle ne comprenait pas. Pas encore. Personne dans cette pièce ne comprenait, sauf peut-être l'homme qui avait rédigé un document 17 ans plus tôt et ne m'avait jamais dit que cela compterait autant. La juge Marchand était une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture posées bas sur son nez et le ton plat et peu impressionné de quelqu'un qui avait vu chaque version de cette pièce 1 millier de fois. Elle m'a regardé par-dessus le dossier, sans méchanceté, de la même manière qu'on regarde quelqu'un debout trop près d'un précipice. Madame, dit-elle, je dois confirmer que vous comprenez ce que vous acceptez. Vous renoncez à vos droits sur la quasi-totalité des actifs matrimoniaux, y compris la résidence principale, l'entreprise et tous les comptes d'investissement. Est-ce exact? Oui, madame la juge. Vous avez eu un conseil adéquat. Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Oui. Et ceci est conclu librement, sans coercition. C'est le cas. Bertrand a bougé sur son siège à côté de son avocat, et je l'ai vu à ce moment-là, la chose que je guettais depuis que nous étions entrés. Le coin de sa bouche a tressailli vers le haut. Juste un peu, juste assez. Il pensait avoir gagné la guerre sans jamais avoir eu à la combattre, que sa femme de 22 ans avait simplement manqué de volonté, comme l'eau s'échappe d'un verre fêlé. Sa mère, Chantal, était assise derrière lui dans la galerie avec ses perles du dimanche. Et quand nos yeux se sont croisés à travers la pièce, elle m'a souri elle aussi. Le même sourire qu'elle portait à chaque dîner de fête pendant 2 décennies. Celui qui disait qu'elle avait toujours su que je n'étais pas assez bien pour son fils. Bertrand a signé vite. Trop vite. De la façon dont les gens signent des choses qu'ils ont déjà dépensées dans leur tête. J'ai regardé son stylo bouger et j'ai pensé au premier appartement que nous avions partagé, 40 mètres carrés au-dessus d'une laverie, et comment il s'endormait la tête sur mon ventre pendant que je faisais la comptabilité pour le vieux camion de son père à la lueur d'une lampe. J'ai pensé à la distance qu'une personne peut parcourir par rapport à ce qu'elle était et à quel point elle remarque rarement cette distance jusqu'à ce que quelqu'un brandisse un miroir.
La juge a hoché la tête, satisfaite, et a pris le dossier suivant dans la pile, celui que j'ai reconnu à son épaisseur, le poids du papier qui se trouvait dans la mallette d'Olivia depuis mardi. Elle l'a ouvert lentement, a lu la première page, puis l'a relu. Bertrand ne l'a pas remarqué au début. Il cherchait déjà son téléphone, déjà à moitié sorti de la pièce dans son esprit, composant probablement le message pour sa petite amie concernant les réservations de restaurant. C'est Chantal qui a remarqué le changement dans l'expression de la juge, le petit pli se formant entre ses sourcils, et j'ai regardé le sourire de Chantal vaciller pour la première fois en 17 ans. La juge a levé les yeux. Pas vers moi, vers Bertrand. Monsieur, dit-elle lentement. Êtes-vous au courant d'un document déposé auprès de ce tribunal sous le nom de Fonds patrimonial Beaumont? Le sourire de Bertrand a disparu comme une lumière s'éteignant dans une maison vue de l'extérieur. Quoi, dit-il. Je suis resté très immobile. Mes mains jointes et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas un triomphe exactement. Quelque chose de plus calme que cela. Quelque chose de plus proche de la paix. Mais pour comprendre pourquoi j'ai donné tout ce que j'avais construit, pourquoi je me suis assise dans cette salle d'audience et j'ai laissé mon mari croire qu'il avait gagné, il faut revenir en arrière. Pas à ce matin, pas même à cette année, mais presque 3 ans plus tôt, à une lettre d'une banque que je n'étais jamais censé voir, et une promesse que mon grand-père m'avait faite bien avant que je ne comprenne ce que cela coûterait ou ce que cela sauverait. Les gens demandent toujours comment un mariage passe du début à la fin, comme s'il y avait un moment précis qu'on pourrait désigner, une porte qui claque. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un long couloir de petites portes qui se ferment les unes après les autres si silencieusement qu'on ne le remarque pas jusqu'à ce qu'on se retourne et qu'on réalise qu'on est debout dans le noir. J'ai rencontré Bertrand quand j'avais 24 ans, fraîchement diplômé de mon expertise comptable, travaillant 60 heures par semaine dans un cabinet d'audit à Lyon. Il en avait 26, conduisait une camionnette avec un pare-brise fissuré et une carte de visite qu'il avait imprimée lui-même dans une boutique de reprographie, Bertrand BTP Travail Fiable Prix Juste. Il avait 2 employés, tous 2 cousins, et une bétonnière d'occasion qu'il finissait de payer. Il avait de la poussière sur ses bottes et une façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Et j'ai craqué pour ce regard avant de craquer pour quoi que ce soit d'autre chez lui. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard dans le jardin de mes parents, avec des chaises pliantes et des guirlandes lumineuses. Et en un an, je faisais ses comptes sur la table de la cuisine après la fin de ma propre journée de travail. J'ai mis en place son système de facturation. J'ai déposé ses demandes de renouvellement de licence d'entrepreneur pendant 3 ans de suite parce qu'il ratait toujours la date limite. J'ai négocié avec sa première banque pour une ligne de crédit quand il n'avait pas les garanties pour se qualifier seul, entrant avec un classeur de projection que j'avais construit moi-même, portant mon seul bon blazer. Parlant chiffres à un conseiller bancaire qui continuait à regarder au-delà de moi vers Bertrand comme s'il s'attendait à ce que les vraies réponses viennent de lui. C'est moi qui comprenais le flux de trésorerie. Bertrand comprenait le béton et la charpente et comment parler à une équipe de sous-traitants, ce qui comptait, ce que je n'ai jamais nié. Mais une entreprise ne survit pas uniquement grâce à la charpente. Elle survit grâce à la personne qui garde les lumières allumées quand un client a 60 jours de retard pour payer une facture, la personne qui gère la paie pendant les mois d'hiver creux. La personne qui dit non au camion qu'il voulait acheter parce que les chiffres ne le permettaient pas encore. Cette personne, c'était moi. Pendant presque une décennie, non payé, non répertorié, nommé sur rien d'autre que les déclarations de revenus. Puis les jumeaux sont arrivés. Je me souviens d'avoir tenu Arthur dans un bras et Héloïse dans l'autre, à l'hôpital, épuisé d'une manière que je ne pensais pas qu'un corps puisse supporter, et Bertrand debout dans l'embrasure de la porte au téléphone, parlant déjà à un fournisseur d'un calendrier de projet. Je ne lui en ai pas voulu alors. Je me suis dit que c'était juste sa nature, un homme qui ne pouvait pas rester en place. Un homme dont l'esprit avait toujours 3 étapes d'avance. Je suis rentrée à la maison. J'ai allaité 2 bébés pendant la nuit et doucement, sans jamais l'avoir décidé, j'ai arrêté d'aller au bureau. L'entreprise a grandi sans que je ne touche directement au livre parce qu'à ce moment-là, Bertrand avait embauché une véritable comptable, une femme nommée Karine, qui le qualifiait de visionnaire dans des courriels que je voyais parfois par-dessus son épaule.
Il a commencé à être cité dans le journal économique régional. Le fondateur de Bertrand BTP transforme l'entreprise familiale en puissance régionale. J'ai lu cet article debout au comptoir de la cuisine avec de la purée de bébé sur ma manche et nulle part dans les 4 colonnes de texte mon nom n'était mentionné. Pas une seule fois, pas même en passant. La distance ne s'est pas installée d'un coup. Elle s'est installée par couches. Il a commencé à rentrer plus tard, toujours avec une raison, toujours un dîner avec un client ou un problème de permis qui nécessitait son attention. Il a commencé à prendre des décisions concernant l'argent sans m'en parler d'abord. Des décisions que je ne découvrais que lorsque les relevés arrivaient par la poste. Il a ouvert des comptes dont je n'avais pas connaissance. Il a cessé de me demander ce que je pensais. Chantal n'a pas aidé. Elle venait pour les dîners du dimanche et parlait du succès de Bertrand comme s'il était né entièrement de ses 2 mains, comme s'il avait construit un empire à partir de rien d'autre que du cran et d'un talent inné. Mon fils a construit tout cela lui-même, dit-elle une fois, faisant tourner le vin dans son verre, me regardant comme si j'étais l'employé de maison qui s'était approché de trop près de la belle vaisselle. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne l'ai jamais corrigé. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance, que la vérité n'avait pas besoin d'un public pour être encore vraie. Je suis restée silencieuse pendant la majeure partie de tout cela. C'était ce que j'étais, ce que j'avais toujours été, une femme qui observait plus qu'elle ne parlait, qui croyait que la dignité signifiait ne pas faire de scène, même si la scène se construisait autour de moi brique par brique. Je me disais que Bertrand était fatigué, que le succès l'avait simplement distrait, que l'homme qui s'endormait autrefois la tête sur mon ventre était toujours là, quelque part, enterré sous les factures et l'ambition. Puis un mardi après-midi au début de l'automne il y a 3 ans, je triais le courrier sur l'îlot de la cuisine, principalement des factures et des prospectus scolaires, quand j'ai trouvé une enveloppe d'une banque que je ne reconnaissais pas, adressée à Bertrand. Marquée personnel et confidentiel à l'encre rouge. J'ai failli la mettre de côté. J'ai failli la laisser sur son bureau sans l'ouvrir comme 100 autres enveloppes avant elle. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai ouverte à la place. Et ce que j'ai trouvé à l'intérieur n'allait pas seulement changer ma vision de mon mariage. Cela allait changer tout ce que je pensais comprendre de la vie que j'avais passé 20 ans à construire discrètement pour un homme qui ne se souvenait plus que je l'avais construite avec lui. La lettre à l'intérieur de cette enveloppe ne provenait pas du tout d'une banque. C'était un avis de confirmation d'une société de gestion de fortune privée basée à Genève adressée à Bertrand, faisant référence à une restructuration de comptes déjà terminée. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots n'aient un sens, puis une 3e fois avant que la sensation de nausée dans mon estomac n'arrive pleinement. Bertrand avait déplacé de l'argent, des sommes importantes, vers une série de holdings dont je n'avais jamais entendu parler, des SCI avec des noms comme Méridian Patrimoine et Ashford Capital, des entités qui n'existaient, pour autant que je puisse en juger. Que pour séparer les actifs du mariage sur le papier, bien avant qu'un divorce n'ait jamais été mentionné. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je suis restée avec cette découverte à la place, comme j'avais appris à rester avec la plupart des choses, la retournant dans mon esprit pendant que je préparais le dîner et aidais Héloïse avec un exercice de chimie et écoutais Arthur se plaindre de son entraîneur. J'ai appelé une ancienne collègue de mes années de comptabilité, une auditrice spécialisée nommée Amel, qui me devait une faveur datant d'il y a des années. Et je lui ai demandé prudemment et de manière hypothétique ce que cela signifierait si un chef d'entreprise commençait à restructurer ses actifs alors que sa femme n'en avait aucune idée. Cela signifie, a dit Amel, qu'il se protège soit contre un procès, soit contre toi. Je savais déjà de quel cas il s'agissait. Au cours des semaines suivantes, j'ai tiré les fils discrètement comme je traçais autrefois les écarts dans un grand livre, n'annonçant jamais ce que je cherchais, suivant simplement les chiffres jusqu'à ce qu'ils me disent la vérité. Bertrand avait commencé le processus 18 mois plus tôt, peu après que Chantal ait commencé à le présenter lors de soirées comme étant pratiquement un homme libre maintenant que les enfants étaient presque grands. Il avait une liaison depuis près d'1 an avec une femme nommée Léa de l'équipe de vente de ses fournisseurs. Bien que je n'en ai pas encore de preuves, j'avais seulement ce pressentiment que j'avalais depuis des mois. Le genre de sentiment qu'une femme développe quand on ne lui demande plus où elle veut aller dîner. Je suis restée avec cette trahison plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il y avait des nuits où je pleurais dans la salle de bain avec le ventilateur en marche pour que les enfants n'entendent pas,
et des nuits où je ne pleurais pas du tout, restant juste éveillée à calculer, l'experte comptable en moi refusant de laisser l'épouse en moi s'effondrer complètement. Je pensais sans cesse aux années que j'avais passées à transformer sa société, passer d'un camion et d'un rêve à quelque chose de cité dans les journaux, des années sur lesquelles il s'assurait maintenant discrètement que je n'aurais aucun droit légal. C'est lors d'une de ces nuits blanches que je me suis souvenu de mon grand-père. Étienne Beaumont avait été un homme tranquille, un avocat à la retraite qui avait passé ses 15 dernières années à pêcher en Bretagne et à lire des romans d'aventure sur sa véranda. Quand il est mort, j'avais 28 ans, j'étais fraîchement mariée, croyant encore de tout mon cœur à la vie que je construisais. Il m'avait laissé quelque chose dans son testament, un fonds fiduciaire doté modestement à l'époque, avec quelques actions et une petite parcelle de terrain, structuré comme ce que son propre notaire avait appelé un trust irrévocable. Je me souvenais avoir signé des papiers au cabinet de son notaire, écoutant à moitié, distraite par un appel de Bertrand concernant un problème de fournisseur. Je me souvenais de mon grand-père me serrant la main après et disant quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Ce n'est pas pour les bonnes années, Nathalie. C'est pour si les mauvaises arrivent. Je n'avais pas regardé ces documents du trust depuis plus d'une décennie. Je n'étais même pas certaine de les avoir encore. Mais quelque chose à l'arrière de mon esprit, une architecture discrète que mon grand-père avait construite pour moi bien avant que je ne comprenne que j'en aurais besoin, me disait que cela comptait maintenant plus que jamais. J'ai trouvé les documents dans une boîte ignifugée au grenier, sous de vieilles déclarations de revenus et les carnets de santé d'Arthur et Héloïse. 41 pages denses avec un jargon que je n'avais pas lu depuis que j'étais une jeune étudiante mémorisant le droit des successions pour un examen. J'ai rappelé Amel, puis sur sa recommandation, une avocate spécialisée en patrimoine nommée Olivia Lefebvre, une femme aux cheveux argentés et à la réputation d'être inébranlable dans une salle d'audience. Olivia a lu le trust pendant près de 2 heures dans son bureau pendant que j'étais assise en face d'elle, observant son expression passer de la neutralité professionnelle à quelque chose de plus vif. « Comprenez-vous ce que votre grand-père a construit pour vous ?» finit-elle par demander. Je lui ai dit que je comprenais l'essentiel, des actions, un peu de terre, un héritage modeste. Cela a fructifié, dit-elle, substantiellement, et plus important encore, c'est structuré de manière à ce qu'il s'active pleinement, vous distribuant l'intégralité de ses avoirs si vous cessez de détenir une participation majoritaire dans les biens matrimoniaux. Votre grand-père a construit une protection contre les imprévus, Nathalie. Il l'a construite en supposant qu'un jour viendrait où vous n'auriez plus rien à votre propre nom. Je suis restée très immobile, de la façon dont j'avais appris à rester immobile à travers tant de moments de mon mariage. Sauf que cette fois, ce n'était pas le chagrin qui me gardait silencieuse. C'était la forme naissante de quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose qui ressemblait moins à de la peur et plus, pour la première fois depuis des années, au sol se raffermissant sous mes pieds. Bertrand avait passé 18 mois à s'assurer que je quitterais notre mariage avec rien. Il n'avait aucune idée que partir avec rien allait me rendre plus riche qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. Olivia Lefebvre n'aimait pas mon plan. Elle me l'a dit clairement, assise en face de moi dans son bureau avec les documents du trust étalés entre nous comme une main de cartes. J'étais la seule à comprendre comment jouer. Vous pourriez vous battre pour la moitié de tout, dit-elle. La maison, l'évaluation de l'entreprise, les comptes d'investissement. Étant donné ce qu'il a fait, déplacer des actifs sans les divulguer, une juge ne le regarderait pas d'un bon œil. Vous pourriez repartir avec des millions, Nathalie, et garder votre trust intact. Pourquoi abandonneriez-vous un combat que vous avez de fortes chances de gagner? Je comprenais sa confusion. Sur le papier, cela n'avait aucun sens. J'aurais pu engager un expert comptable judiciaire pour tracer chaque euro que Bertrand avait déplacé, traîner sa liaison avec Léa dans la procédure, passer 2 ans en litige. Le saigner financièrement et émotionnellement comme il avait apparemment été prêt à me saigner. Olivia avait construit toute sa carrière sur exactement ce genre de combat, et elle y excellait. Mieux qu'exceller. Mais je ne voulais pas de son argent. Je voulais quelque chose qu'il ne pouvait pas calculer, qu'il ne pouvait pas voir venir, contre quoi il ne pouvait pas préparer de défense parce qu'il ne saurait même pas que cela existait avant que ce ne soit déjà sa perte. Si je me battais pour la moitié du patrimoine matrimonial, je passerais des années liées à lui par des avocats, des expertises et des dates d'audience.
Et même alors, je ne serais jamais aussi riche que ce qu'il avait construit. Si je m'en allais et laissais le trust faire ce que mon grand-père avait conçu, je serais entièrement libre de lui et plus riche que l'entreprise dont il était si fier ne l'avait jamais rendu. Je sais que cela donne l'impression que je perds la tête, ai-je dit à Olivia, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance comme je fais confiance à ce que mon grand-père a construit. Il lui a fallu 3 réunions pour se laisser convaincre, et même alors, je ne pense pas qu'elle ait cru pleinement que je ne changerais pas d'avis le matin de l'audience. Elle a déposé les documents à ma façon. Elle a gardé l'avis du trust sous pli scellé et séparé de la demande de divorce général, exactement comme la loi le permettait, prêt à être introduit seulement une fois que l'accord serait finalisé devant le tribunal. Une fois que la signature de Bertrand serait déjà sèche sur un papier sur lequel il ne pourrait plus revenir. À la maison, je n'ai rien dit à personne. Ni à ma sœur, ni à ma meilleure amie. Pas même à Arthur et Héloïse, bien qu'ils fussent assez grands pour sentir que quelque chose n'allait pas bien avant que je n'explique quoi que ce soit. Bertrand, pendant ce temps, n'avait jamais été aussi heureux. Il a quitté la maison en novembre pour emménager dans une location en centre-ville qu'il a décrite à Chantal comme temporaire, bien que j'ai remarqué que l'appartement temporaire avait des tableaux au mur en moins de 2 semaines. Il a commencé à apparaître au match de basket des jumeaux avec Léa le suivant à quelques pas, sa main glissée sous son bras comme si elle avait déjà pris les mesures pour les rideaux de notre ancien salon. Il a acheté un nouveau SUV, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il le pouvait, parce que pour la première fois en 20 ans, il ne soumettait pas les chiffres à mon approbation d'abord. Chantal m'a emmené déjeuner une fois pendant cette période, soi-disant pour discuter des projets universitaires des enfants, bien que j'ai compris dès les 10 premières minutes qu'il s'agissait en réalité d'une audition pour son rôle de belle-mère raisonnable, aidant à ce que tout se passe bien. Bertrand a construit cette entreprise à partir de rien, me rappela-t-elle, remuant l'édulcorant dans son thé glacé. Ce ne serait pas juste de la démanteler devant un tribunal. Je suis sûre que vous comprenez. Je lui ai dit que je comprenais plus qu'elle ne le pensait et je l'ai laissé interpréter cela comme elle le voulait. Le plus difficile n'était pas Bertrand. Ce n'était même pas Chantal. C'était Arthur et Héloïse voyant leur mère accepter de quitter la seule maison qu'ils aient jamais connue sans se battre. Voyant les papiers du divorce signés pièce par pièce alors que leur père célébrait comme un homme qui avait évité une balle. Héloïse m'a trouvé dans la cuisine un soir. Les documents du bail de notre futur appartement étalés sur le comptoir, et elle a posé la question qu'elle retenait depuis des semaines. « Maman, pourquoi ne te bats-tu pas ? Tout le monde sait ce qu'il a fait. Tout le monde est au courant pour elle. » J'ai posé mon stylo et j'ai regardé ma fille, 17 ans, déjà tellement plus vive que je ne l'avais été à cet âge. Et je lui ai dit la seule vérité que je pouvais offrir sans trahir tout le plan. Parfois, gagner ne ressemble pas à un combat, Héloïse. Parfois, cela consiste à laisser quelqu'un croire qu'il a déjà gagné. Elle n'a pas compris. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle comprenne. Pas encore. Arthur était plus silencieux à ce sujet, mais je le surprenais certains soirs à me regarder avec une sorte d'inquiétude habituellement réservée aux parents surveillant leurs enfants, et non l'inverse, et cela brisait quelque chose de petit en moi à chaque fois. Au moment où la date de l'audience est arrivée au début du printemps, Bertrand avait déjà choisi une bague pour Léa, selon une cousine qui me parlait encore par vieille loyauté. Il avait déjà commencé à concevoir une extension pour la maison du Cap Ferret qu'il était sur le point de posséder entièrement. Il est entré dans cette salle d'audience de la façon dont un homme entre dans une fête dont il est certain qu'elle est donnée en son honneur, ajustant sa cravate, me jetant à peine un regard, déjà à moitié dans le reste de sa vie. Il n'avait aucune idée que le reste de sa vie ne ressemblerait en rien à ce qu'il avait prévu. Nous revoici là où cette histoire a commencé. La salle d'audience sentant le vieux papier et le café bon marché. La juge marchand tenant un dossier qu'elle ne s'attendait pas à ouvrir. Laissez-moi vous ramener dans ce moment car tout ce qui a suivi s'est déroulé en moins de 4 minutes. Bien que cela ait semblé être l'effondrement d'un immeuble au ralenti, un étage à la fois. Bertrand avait déjà tout signé. La maison, l'entreprise, les comptes d'investissement, tout cela notarié et paraphé avec l'assurance facile d'un homme concluant une affaire qu'il avait déjà dépensée dans son imagination une 12aine de fois. Son avocat,
un jeune homme vif nommé Maître Legrand, qui facturait à l'heure et à qui on avait manifestement dit que ce serait une audience rapide et non contestée, était assis à côté de lui, tout aussi détendu, regardant déjà sa montre. La juge Marchand avait parcouru l'accord avec l'efficacité énergique de quelqu'un qui traite une douzaine de divorces par semaine jusqu'à ce qu'elle atteigne le dossier qu'Olivia avait déposé séparément des documents de règlement principaux. J'ai vu sa posture changer pendant qu'elle lisait, de la façon dont les épaules d'une personne se redressent lorsqu'elle réalise qu'une tâche de routine vient de devenir tout autre chose. « Monsieur », dit-elle en posant le dossier. « Êtes-vous au courant d'un document déposé auprès de ce tribunal sous le nom de Fonds patrimonial Beaumont ?» Le visage de Bertrand a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 22 ans de mariage. Il est devenu inexpressif, puis confus, puis alors que les secondes s'étiraient, quelque chose de proche de la peur. « Quoi ?» dit-il à nouveau, regardant son avocat qui feuilletait déjà son propre exemplaire des documents avec une alarme visiblement croissante. Olivia s'est levée, calme comme une eau dormante, et s'est adressée à la cour. « Madame la juge, ce trust a été établi par le défunt grand-père de madame il y a plus de 17 ans. C'est un trust irrévocable, entièrement documenté, totalement distinct de tout bien matrimonial. Selon les lois en vigueur, ces actifs sont exclus de la masse matrimoniale. Nous avons déposé un avis formel de l'existence du trust auprès de ce tribunal, bien que pas auprès de la partie adverse, car cela n'était pas requis pour l'accord conclu aujourd'hui, puisque madame ne formulait aucune demande à son encontre. » Maître Legrand lisait plus vite maintenant, son calme se fissurant de toutes parts. « Madame la juge, si ce trust est activé par les termes de l'accord de divorce, nous aurions besoin de temps pour l'examiner. » La clause d'activation du trust, continua Olivia sans se troubler, a été déclenchée au moment où madame a renoncé à ses intérêts dans les actifs matrimoniaux aujourd'hui, précisément comme elle l'a fait de sa propre volonté, comme ce tribunal l'a confirmé il y a quelques minutes. Il n'y a rien à examiner, cher confrère. C'est un acte privé exécuté indépendamment de ces procédures, et il ne nécessite pas l'intervention de ce tribunal pour prendre effet. Je suis restée parfaitement immobile pendant tout ce temps. Mes mains jointes de la même façon qu'elles l'étaient une heure plus tôt, bien que quelque chose dans ma poitrine se soit desserré comme un souffle retenu enfin libéré. Je n'ai pas regardé Bertrand. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir son regard peser sur moi depuis l'autre côté de l'allée. Et dans ce regard, je pouvais entendre chaque question qu'il ne savait pas encore poser. La juge s'est tournée vers lui. « Monsieur, je vais vous poser la question directement. Étiez-vous au courant, avant de signer l'accord d'aujourd'hui, de l'existence ou des termes de ce trust ?» La bouche de Bertrand s'est ouverte, fermée, puis rouverte. « Non », finit-il par dire, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. « Je n'en avais aucune idée. » Est-ce que quelqu'un vous a caché cette information? A-t-elle été dissimulée pendant l'inventaire des biens? Olivia a répondu avant qu'il ne le puisse. Non, madame la juge. Ce trust n'a jamais fait partie des actifs matrimoniaux divulgués par madame parce qu'il n'est pas et n'a jamais été un actif matrimonial. Monsieur n'avait aucune obligation de s'enquérir des biens appartenant séparément à son épouse et madame n'avait aucune obligation de fournir des informations sur des actifs hors du champ de ces procédures. La juge nous a regardés l'un après l'autre pendant un long moment, puis a de nouveau baissé les yeux vers les documents. Cet accord a été conclu librement par les deux parties avec l'assistance d'avocats, et je ne vois aucune preuve de fraude ou de fausse déclaration concernant la masse matrimoniale elle-même. Le trust Beaumont est une question juridique distincte et ne relève pas de ma compétence dans cette procédure. Elle a regardé Bertrand, non sans gentillesse, mais avec la clarté tranchante de quelqu'un énonçant un fait. Monsieur, je comprends que ce soit une surprise pour vous, mais la surprise n'est pas synonyme de tromperie. Vous avez signé cet accord en pleine connaissance de ce que vous receviez. Madame n'est pas tenue d'expliquer ce qu'elle possédait déjà. J'ai vu quelque chose s'effondrer derrière les yeux de Bertrand. L'effondrement particulier d'un homme réalisant en temps réel que l'histoire qu'il se racontait depuis des mois n'était pas l'histoire qui s'était réellement déroulée. Il était entré dans cette salle d'audience certain d'être celui qui prenait tout. Il comprenait seulement maintenant que cette certitude l'avait rendu négligent, et la négligence est au final son propre verdict. Il s'est levé si vite que sa chaise a violemment raclé le sol.
La voix de Bertrand a claqué dans la salle d'audience avant même que la juge ne puisse demander l'ordre. Ce n'est pas juste, dit-il, ses mains appuyées contre la table comme s'il avait besoin de quelque chose de solide pour le tenir debout. Elle m'a caché ça. Elle m'a laissé signer sans me dire ce qu'elle avait. La juge Marchand n'a pas élevé la voix, mais la pièce est devenue silencieuse de cette façon dont les pièces se taisent quand quelqu'un d'autorité refuse simplement de s'aligner sur une tension montante. Monsieur, je vous conseille de vous asseoir et de consulter votre avocat avant de dire quoi que ce soit d'autre. Maître Legrand lui tirait déjà la manche, murmurant quelque chose d'urgent, mais Bertrand ne s'est pas assis. Il s'est tourné vers moi directement, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Son calme totalement envolé, remplacé par l'incrédulité brute d'un homme regardant le sol se dérober sous lui en temps réel. « Tu savais, dit-il. Pendant tout ce temps tu savais, et tu m'as laissé croire que je gagnais. » Je l'ai regardé, l'homme avec qui j'avais passé 22 ans à construire une vie, le garçon aux bottes poussiéreuses et au pare-brise fissuré qui s'endormait autrefois la tête sur mon ventre, se tenant maintenant là dans un costume à 700 €. M'accusant d'un crime que je n'avais pas commis. « Je ne t'ai jamais menti, Bertrand, ai-je dit, et ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Tu as demandé tout. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé. » Il a entrepris d'embaucher un nouvel avocat dans la semaine, quelqu'un avec une réputation d'appels agressifs, déterminé à faire annuler l'accord entièrement. Mais Olivia avait construit l'accord trop soigneusement pour que cette porte s'ouvre. Chaque signature avait été attestée, chaque divulgation était juridiquement saine, chaque actif que Bertrand avait reçu était exactement ce qu'il avait exigé et pour lequel il s'était battu en médiation. Le trust n'avait pas été caché par tromperie. Il n'avait simplement jamais été de son ressort de s'en enquérir, et l'ignorance, aussi amère soit-elle, n'allait jamais constituer un motif pour annuler un règlement juridique qu'il avait conclu les yeux grands ouverts et l'ego plus grand encore. La décision finale est tombée 6 semaines plus tard. La juge a rejeté sa demande dans un avis écrit qu'Olivia m'a lu à haute voix au téléphone, sa voix portant la satisfaction discrète d'une avocate voyant un plan dont elle avait douté prouver sa justesse. Bertrand n'a pas été victime d'une fraude. Bertrand n'avait simplement jamais posé les bonnes questions à une femme qu'il avait cessé de voir comme autre chose que quelqu'un qui tenait ses comptes et élevait ses enfants. Chantal est venue me voir une fois vers la fin de tout cela, se tenant sur mon nouveau perron avec ses perles du dimanche, bien que son assurance se soit considérablement étiolée depuis la dernière fois que je l'avais vue. « Tu aurais pu le prévenir, dit-elle. » Pas tout à fait une accusation, pas tout à fait autre chose non plus. 20 ans, Nathalie, tu aurais pu dire quelque chose avant qu'il ne se ridiculise à ce point. Il s'est ridiculisé le jour où il a cessé de se demander ce que je savais. Je lui ai répondu, et pour la première fois en 17 ans, Chantal n'a absolument rien trouvé à me dire. La vérité, que je n'ai pleinement comprise que dans les semaines qui ont suivi, était que Bertrand n'avait jamais réellement construit un empire tout seul. Il avait construit une entreprise, une bonne entreprise, rentable et respectée. Mais une entreprise n'est pas une fortune. Pas de la manière qui compte. Une fortune est ce qui vous survit, ce qui fructifie discrètement en arrière-plan pendant que vous êtes occupé à vous convaincre et à convaincre tout le monde que vous avez tout fait de vos propres mains. Mon grand-père avait compris cela des décennies avant moi. Assis sur sa véranda en Bretagne avec sa canne à pêche et ses romans, construisant quelque chose de patient et de protégé pour une petite fille dont il soupçonnait qu'elle pourrait un jour avoir besoin d'être protégée d'un amour qui semblait plus solide qu'il ne l'était. Bertrand a gardé l'entreprise. Il a gardé la maison, la propriété du Cap Ferret, les comptes d'investissement, chaque actif qu'il s'était embattu pour revendiquer dans cette salle d'audience. Sur le papier, il avait gagné tout ce qu'il avait demandé. Mais j'ai observé dans les mois qui ont suivi le coup de cette victoire se révéler lentement, comme les coups le font souvent. Léa n'est pas restée une fois qu'elle a compris qu'une manne financière n'allait pas tomber. Une fois qu'elle a réalisé que l'homme auquel elle s'était attachée avait une hypothèque sur la maison de vacances dont il s'était vanté, et une entreprise qui, sans ma gestion discrète derrière elle depuis 2 décennies, montrait déjà des fissures dans son flux de trésorerie qu'une comptable salariée n'avait pas détectées à temps. Bertrand avait construit son identité sur le fait d'être un homme qui n'avait besoin de rien ni de personne. Et maintenant, pour la première fois de sa vie d'adulte,
il allait découvrir quelle part de cette identité était vraie, et quelle part n'avait été que moi, me tenant discrètement derrière lui, m'assurant qu'il n'ait jamais à s'en soucier. J'ai quitté le tribunal cet après-midi-là sans regarder en arrière le bâtiment ou l'homme qui se disputait encore avec son avocat dans le couloir. Arthur et Héloïse m'attendaient dans la voiture. Et quand je suis montée, Héloïse s'est penchée et m'a serré la main sans rien dire du tout, comme si elle comprenait enfin quelque chose qu'elle n'avait pas saisi quelques semaines plus tôt. J'ai conduit jusqu'à la maison sous la lumière de fin d'après-midi comme de l'or sur le pare-brise. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, la route devant moi ne ressemblait plus à quelque chose que je subissais. Elle ressemblait à quelque chose qui m'appartenait enfin, silencieusement. 8 mois ont passé depuis cet après-midi dans la salle d'audience, et Bertrand possède toujours tout ce pourquoi il s'est battu si durement. La maison avec la véranda, l'entreprise avec son nom peint sur chaque camion, la propriété au bord de l'eau, les voitures, les comptes d'investissement qu'il a gardés si précieusement pendant notre divorce, certain que les conserver signifiait qu'il avait gagné. Je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit de tout cela. Je ne l'ai jamais voulu. Il y a une liberté particulière à s'éloigner d'une vie qu'on a construite de ses mains et à laisser quelqu'un d'autre garder les murs parce que les murs n'ont jamais été ce pourquoi je me battais. Le trust a commencé à distribuer les avoirs presque immédiatement après la finalisation de l'accord, exactement comme mon grand-père l'avait conçu près de 20 ans plus tôt. Je n'ai rien acheté d'extravagant. J'ai trouvé une petite maison à 2 rues de la plage dans une ville à 1 heure de là où Arthur et Héloïse ont grandi, assez proche pour qu'ils puissent encore venir le week-end. Assez loin pour que cela ressemble à un nouveau départ plutôt qu'à un simple déménagement à quelques pâtés de maison de mon ancienne vie. Elle a une fenêtre de cuisine qui donne sur un jardin que j'apprends lentement à entretenir. Et certains matins, je me tiens là avec mon café et je réalise que je n'ai pas du tout pensé à Bertrand. Non pas par amertume qui s'efface, mais parce qu'une vie se remplit doucement autour de moi à la place. Arthur et Héloïse ont tous deux été admis dans de bonnes écoles cette année. Héloïse veut étudier la finance, ce qui m'a fait rire la première fois qu'elle me l'a dit, debout dans ma nouvelle cuisine avec sa lettre d'acceptation en main. Bien que je ne pense pas qu'elle ait pleinement compris pourquoi avant que je ne lui en explique un peu plus sur son arrière-grand-père et le fonds qu'il avait construit pour une petite fille qu'il n'a jamais vue en avoir besoin. Arthur est plus réservé sur ses projets, comme il l'a toujours été, mais il m'appelle presque tous les dimanches maintenant, de plus longues conversations que celles que nous avions quand il vivait sous le toit de Bertrand et mesurait ses paroles avec soin en fonction de l'humeur de son père. Bertrand m'a contacté quelques fois au cours de l'été. Rien de dramatique, principalement de la logistique concernant les dates d'installation des enfants. Mais un soir de juillet, il a appelé pour toute autre chose. Je pouvais l'entendre dans sa voix avant même qu'il ne le dise. Cette instabilité particulière d'un homme qui a passé des mois à retourner quelque chose dans son esprit et a finalement décidé de le dire à voix haute. Tu aurais pu me le dire, dit-il, à propos du trust. Avant que tout cela n'arrive. Je me tenais sur mon perron, regardant les derniers rayons de lumière s'effacer sur l'eau à 2 rues de là. Et j'ai pensé à combien d'années j'avais passé à attendre qu'il me pose une vraie question. N'importe quelle vraie question sur qui j'étais, ce que je portais ou ce que j'avais construit discrètement à ses côtés pendant qu'il en récoltait tout le crédit. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Il y eut une longue pause au téléphone, le genre qui me rendait anxieuse à l'époque où j'avais encore besoin que ces silences signifient quelque chose de rassurant. Ce n'était plus le cas. Alors c'était ça, une vengeance, dit-il finalement. Pas tout à fait une question. Non, lui ai-je dit, et je le pensais plus profondément qu'il ne le comprendra jamais. Je n'ai pas fait tout cela pour te blesser, Bertrand. J'ai simplement cessé de te protéger de ta propre cupidité. Ce qui est arrivé après n'a jamais été de mon ressort. Il n'a pas eu de réponse à cela. Nous avons raccroché quelques minutes plus tard, polis de la façon dont 2 personnes peuvent l'être une fois que le combat les a enfin quittés. Et je suis restée assise sur mon perron un peu plus longtemps, écoutant le bruit de l'eau que je ne pouvais pas tout à fait voir de là, mais que je pouvais toujours entendre. Je pense à Chantal parfois aussi, bien que moins que ce à quoi je m'attendais. J'ai entendu par les enfants qu'elle a cessé de présenter le succès de Bertrand comme quelque chose qu'il a construit entièrement seul. Que ce soit de l'humilité ou simplement de l'épuisement, je ne saurais le dire. Et j'ai découvert que je n'avais plus besoin de le savoir.
Les gens me demandent parfois si je regrette de ne pas m'être battu plus fort dans cette salle d'audience, de ne pas avoir pris la moitié de tout ce que j'ai aidé à construire pendant 22 ans. Je leur dis la vérité. Je n'ai pas perdu ce combat. J'en ai simplement choisi un autre. Il y a une version de la force qui ressemble à des poings serrés et des batailles juridiques. Et il y a une autre version qui consiste à signer calmement son nom, à franchir la porte et à avoir confiance dans le fait que les choses qui valent la peine d'être possédées n'ont jamais été celles que quiconque pouvait vous prendre en premier lieu. Mon grand-père l'avait compris. Il m'a fallu la majeure partie de ma vie d'adulte pour le comprendre aussi. Si vous êtes assis quelque part en ce moment avec le sentiment d'avoir tout perdu au profit de quelqu'un qui n'a jamais vraiment vu ce que vous valiez, je veux que vous entendiez ceci. Votre valeur n'est pas définie par ce qu'on vous a pris, mais par ce que vous avez la force de laisser derrière vous pour enfin devenir celle que vous êtes vraiment. Cette histoire nous rappelle avec force que le silence et la patience sont parfois les armes les plus puissantes face à l'arrogance et à la trahison. Nathalie n'a pas cherché à détruire Bertrand par la colère, mais elle a simplement laissé sa propre cupidité devenir son propre piège. Souvent, dans la vie, nous nous épuisons à essayer de prouver notre valeur à des gens qui sont déterminés à ne pas l'avoir. La véritable leçon ici est que la dignité ne consiste pas à gagner à tout prix selon les règles de l'autre, mais à connaître ses propres atouts et à savoir quand s'en aller pour construire quelque chose de plus authentique. Le grand-père de Nathalie avait prévu que l'intégrité de sa petite-fille pourrait être sa vulnérabilité, et il a transformé cette vulnérabilité en une protection imprenable. C'est un magnifique hommage à la prévoyance et à l'amour familial qui traverse les générations. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu la force de rester silencieuse comme Nathalie et de laisser votre adversaire croire qu'il avait gagné, ou auriez-vous préféré un affrontement direct pour obtenir justice immédiatement? Partagez votre avis dans les commentaires,